Bonsoir à tous, bienvenue, merci beaucoup Eva Cosido. Effectivement, c'est une manifestation hors les murs qui a particulièrement du sens ce soir, puisque je suis en votre compagnie, Gabriela Salafi, bonsoir, Mathias Oval, bonsoir. Il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de passerelles très intéressantes à faire entre vos deux ouvrages. On va essayer de se concentrer aussi sur ces points de jonction en faisant quelques pas de côté. Et évidemment, c'est le rapport à l'image qui est très fort et qui donne du sens à notre présence ici ce soir. Mathias Ovald, c'est votre premier livre dont on parle aujourd'hui, Hérité du silence. Vous êtes enseignant, vous enseignez l'anglais au gymnase, vous êtes aussi membre du collectif Caractère Mobile, qui est une sorte de réinterprétation de la figure de la fonction de l'écrivain public. Dire aussi, peut-être souligner qu'un ouvrage, le premier ouvrage de Caractère Mobile, est paru récemment, Au Village, qui est le fruit de votre résidence à la Fondation Michalski. Hérité du silence, c'est Mathieu. Oui, je l'ai mis sous mes yeux pour ne pas me tromper. Mathieu part sur les traces, essaye de capter, de faire le portrait de son père, disparu prématurément. Son père, photographe amateur et professionnel, puisqu'il a un commerce de photographie, photographe de mariage également, enfin de la photo, et qui est donc souvent le grand absent de ces photos. Et Mathieu va scruter ces albums de famille en cherchant dans l'image des mots à poser sur certains silences familiaux. Voilà, hérité du silence. Il y a beaucoup de silence aussi dans la vie d'Antonia. Gabriela, c'est aussi votre premier ouvrage publié, donc ce journal de 1965-66. Antonia hérite des archives de sa grand-mère, et en se plongeant dans les cartons de cette nonna, va petit à petit remettre en question sa propre vie. Nous sommes en Sicile dans les années 60. Antonia est mal mariée, jeune mère de famille, étouffe dans ce carcan. Il y a aussi des images, elle décrit certaines photos, on en voit d'autres dans cet ouvrage, qui sont des photos qui sont tirées, je crois, de vos propres archives familiales. Je vais dire aussi que je crois que vous êtes... Vous me regardez avec des yeux suspicieux, je ne vais pas dire de bêtises. Non. Vous êtes d'origine anglaise, italienne, suisse. On croise un petit peu tout ce brassage culturel dans ce livre. On trouve en tout cas des traces. Vous êtes artiste peintre, artiste visuel. Vous avez étudié à l'école d'art de Genève. Vous vivez à Paris, Gabriela, je commence à confondre les personnages et leurs créateurs, disons. Et c'est aussi votre premier ouvrage publié. Il vous a valu le prix de l'héroïne délivré par le magazine, le journal Le Figaro. Et en regardant ce prix, je me disais, est-ce que c'est une forme de comble pour cette figure de femme qui, à son époque, a dû faire un gigantesque scandale de par la manière dont elle a choisi de mener sa vie? Est-ce que c'est justice? Est-ce que c'est l'ironie de l'histoire que de l'avoir couronnée, même si avec tout ce que représentent évidemment les prix, c'est un titre de prix, mais je me disais, est-ce que c'est un drôle de hasard? Comment vous prenez cette distinction? J'étais très surprise et pas bien sûr heureuse. C'est bien pour Antonia. Enfin, oui. Enfin, c'est bien pour ce parcours de femme qui m'a beaucoup intriguée et qui m'a donné envie de la comprendre. Et je pense qu'en effet, à son époque, vu des circonstances, du fait que c'était la loi du divorce
n'existait pas, faire ce qu'elle a fait, enfin, partir, c'était vraiment un grand pas, quoi. Vous la voyez tout de suite comme une héroïne. C'était évident pour vous. Une héroïne de la micro-histoire, oui. De sa propre histoire à elle, en tout cas. Oui, de sa propre histoire à elle. Après, je pense qu'on fait ce qu'on peut avec qui on est. Et je pense qu'elle a fait ce qu'elle pouvait avec qui elle était dans les circonstances historiques, enfin, culturelles, historiques, etc. Donc, à son échelle, de là où elle vient, elle était... Oui, elle a une forme d'héroïne. Elle a une forme d'héroïne. Après, le titre du prix, enfin, voilà, c'est une coïncidence, enfin, je sais pas. C'était vraiment pour lancer le... Je m'en servais un petit peu comme prétexte. Peut-être avant de rentrer vraiment dans les textes, on va peut-être, pour donner des repères à vos lecteurs, à vos futurs lecteurs, ce sont des livres qui brouillent vraiment la frontière entre la fiction, la réalité, l'imagination, l'histoire. Peut-être est-ce qu'on pourrait, pour poser un petit peu les bases du flou, parler des points de départ de cette œuvre, les éléments déclencheurs. À quel moment est-ce que vous avez décidé d'écrire ces romans, récits, journaux? Qu'est-ce qui vous a mis le pied à l'étrier comme on... Dans mon cas, dans le cadre de mon livre, de mon personnage, de mes héros et héroïnes, hein, parce qu'il y a aussi un petit peu finalement, c'était la mort de mon père, qui m'a donné en fait l'occasion, c'est un peu triste à dire bien sûr, mais en fait c'est l'occasion de parcourir en écriture en fait cette vie, d'autres vies, avant la sienne aussi. Et voilà, ça c'était un des éléments. Ensuite, puisqu'on est là où on est, j'ai utilisé un album de photos qui est en fait en partie mon album de photos aussi. Et du coup, j'ai parcouru les pages de cet album et j'ai tenté d'en tirer quelque chose, quoi. Voilà. Et toi? Ben, moi, j'ai dû chercher, en fait, enfin, je me suis retrouvée avec des boîtes de documents, d'images, de lettres. Je devais chercher des documents que je devais donner à une institution. Et sur la route, j'ai rencontré tout un corpus de lettres et d'images qui ont appartenu à Antonia. Et ce que j'ai lu m'a beaucoup intriguée et m'a donné envie de me mettre d'essayer de comprendre qui elle était. Donc je me suis glissée dans sa peau. Qu'est-ce que vous connaissiez de l'histoire de cette femme avant de tomber sur ces documents? Comment elle était placée dans la famille? Qu'est-ce qu'on disait d'elle? Je pense que, comme toujours, ça dépend à qui on s'adresse, en fait. Il y a ceux qui pensent que c'est très bien, que son parcours a du sens, d'autres qui sont choqués. Voilà. Enfin, ça dépend à qui on s'adresse. Avant ce livre, la famille était déjà le sujet de votre travail, de votre recherche picturale. Qu'est-ce que vous trouvez dans qu'est-ce qui vous obsède dans ce thème de la famille, de voir et revoir les images? Est-ce que c'est la représentation de la famille? Est-ce que c'est... Il y a différentes choses. Je pense, voilà, il y a l'album de famille, c'est une vraie obsession chez moi. Les images stéréotypées, en fait, ces images qu'on peut trouver dans n'importe quel album, qui sont les images de Noël, du mariage, enfin voilà, celles qui se trouvent chez tout le monde, en fait. Et ce qui m'intrigue beaucoup, c'est les blancs, en fait.
l'objet, enfin autour de l'image. Et le fait aussi que ce soit mis dans un recueil. Donc c'est la narration. C'est la narration, enfin, c'est les choix qui sont faits, la hiérarchie, comment les choses sont placées, décorées, peut-être légendées ou pas. Et en fait, c'est aussi tout ce qui est autour, c'est-à-dire le silence qu'il y a autour et comment un album de famille, selon mon point de vue, mais ce n'est que bien, comment en fait un album de famille ne prend réellement sa chair qu'à travers la parole, en fait. Si c'est raconté par la grand-mère ou si c'est raconté par le fils, etc. Donc c'est cette narration autour, cette narration variée, variable, cette fragmentation, la vérité autour de l'album de famille. Bah, je peux que être d'accord avec toi, effectivement. J'ai l'impression que c'est une matière un peu inerte, quoi. Et quand on tourne les pages, on se rend compte, bah, c'est ce truc de Roland Barthes, en fait, on se rend compte que ces gens sont morts. Même nous-mêmes, les figures qu'on était, on contemple des miniatures de nous et des autres telles qu'on n'est plus. Et s'il n'y a pas la vie, s'il n'y a pas la parole ou l'écriture, hein, parce qu'on est aussi là un peu pour ça, ben voilà, ça reste une matière figée, morte. Mais par contre, je suis d'accord aussi dans les légendes, la façon dont ça a été mis en mots, mis en récit, parce qu'effectivement il y a une organisation qui est proposée, chronologique, avec des départs en course d'école, des retours de vacances, voilà, tout ça c'est ce qui sont tous les moments en fait un peu charnières et clés de toutes les familles dans cette micro-histoire qu'on a tous et qu'on a tous cherché à documenter d'une manière ou d'une autre dans nos albums, quoi. Je ne sais pas si ça se fait toujours, mais je pense que, en tout cas, notre génération, voilà, c'était un vrai enjeu, quoi. Vous parlez de Roland Barthes et ça m'avait pensé dans Roland Barthes. Par Roland Barthes, il y a ce petit album de photos de son enfance qui met, et il dit je n'ai retenu que les images qui me sidèrent. Et je me demandais, quand vous êtes face à ce matériel d'archives, quelles sont les images, quels sont les détails qui vous sidèrent, quelles sont les choses qui vous attrapent, vous avez sélectionné assez peu finalement d'images dans ce texte. Vous aviez, j'imagine, un volume considérable. À quel moment vous savez qu'une image, qu'est-ce qui provoque la sidération dans votre regard, vous qui travaillez énormément sur le regard? Bah, un truc un peu bête, mais c'est la beauté. La beauté déjà m'attrape et me questionne en fait. Après, les photos que j'ai choisies, je les ai choisies aussi en fonction de leur sens d'apesanteur ou d'une forme de déséquilibre ou de suspension. Et j'en avais quelques-unes qui me semblaient répondre à ce critère. C'était pas un critère, mais disons, je les ai rassemblées dans cette logique-là, en plus de leur au-delà de leur beauté ou en plus de leur beauté, parce qu'elles me paraissaient être en total miroir, mais de façon non littérale, avec la situation de cette femme. Quelque part, elle crée une sorte de double narration, parce que ce n'est pas des images qui illustrent, ce sont des images qui ouvrent d'autres pistes narratives aussi. Alors, vous dites cette suspension. La première image du livre, c'est ce cheval lancé dans un saut d'obstacle, et tout est suspendu. Le cheval, ce monsieur, j'ignore le nom de sa fonction, le jockey peut-être. Tout est et il y a une espèce de... les photos ne sont pas là pour illustrer le texte. Surtout pas.
Non, pour moi, les images, elles viennent raconter autre chose. Elles viennent apporter un autre type de langage. C'est des images textes per se, indépendants, autonomes, qui viennent nourrir le texte, en fait. Qui sont aussi des respirations, qui sont aussi qui passent par les yeux. Vous vous accrochez parfois à des images, je pense à cette image du père Orlando, du père dans le lit, dans le lit d'enfant, et vous cramponnez, vous les scrutez, vous passez presque à travers ces images pour, on dirait presque des bouées, comme si elles étaient là pour réparer, pour dire un vide, en quelque sorte. Comment vous les avez sélectionnées? Bah ouais, en écoutant Gabriela, je me suis posé la question en fait de la beauté ou non. Je n'arrive pas à répondre vraiment, mais il y a des choses qui m'ont marqué. J'arrive de nouveau pas à dire quoi. Du coup, je vais parler d'autre chose. Non, mais en fait, parce que je me suis demandé moi si je devais mettre les photos, parce que chez Gabriela, il y a les photos et effectivement, ça fait un contrepoint qui est beau et qui est visuel. Moi, je trouvais que ça répondra finalement quand même à la question, mais qu'il y avait une tentative d'épuiser en fait cette image, quoi. Et puis en fait, c'est une entreprise vaine, on ne peut pas épuiser cette image parce que de toute façon, elle est déjà épuisée, si on veut bien. Elle est en train de se décomposer un petit peu dans un album de photos. Donc elles existent, mais je ne sais pas très très bien à quoi je m'accroche. Enfin, si, je pense que le narrateur en sait peut-être un peu plus que moi. Il s'accroche à une figure, il s'accroche à une image de cet homme, il s'accroche à la peau, il s'accroche à des choses. Enfin, il essaie de s'accrocher. Et puis, ça lui glisse un peu entre les mains quand même. Donc ça lui échappe, mais il essaie quand même. C'est ça que j'aime bien chez lui, en fait. C'est que malgré tout, il essaye. Mais c'est un peu mal parti quand même, je crois. J'étais moi assez stupéfiée par le fait que l'image est bien sûr un art aussi de la mise en scène et de la représentation. Et vous avez aussi une héroïne très forte en la personne de Muriel, qui est la grand-mère du narrateur. Et ce sont Muriel et Antonia sont deux femmes qui ne correspondent absolument pas à ce qu'on attend d'elles. Et donc il y a d'un côté l'image qui renvoie quelque chose du statut qu'on attend de ces femmes et ce qu'elles vivent en réalité à côté. Comment est-ce qu'on peut réconcilier en fait ce décalage entre la représentation sociale et l'intimité de ces femmes qui sont en grande souffrance dans leur époque? On ne réconcilie pas. Non. Enfin, pardon. Enfin, je pense que voilà, elle n'arrivait pas, Antonia, à réconcilier. Est-ce que l'acte d'écriture, quelque part, réconcilie ou pacifie en tout cas ce décalage, puisque finalement, c'est aussi rendre justice à ce que vit le personnage derrière cette image figée qui va aussi construire l'imaginaire qu'on a autour de ces personnes, puisque souvent la mémoire se construit à partir de l'image. Je pense qu'elle essaye de mettre, enfin l'écriture, c'est mettre des mots sur des choses qu'elle ressent, mais qui pour les faire sortir, ça doit passer par le verbe en fait. Mm-hmm. D'où le journal, avec, je pense aussi une part de non-réconciliation, d'impossible réconciliation. Donc le choix de la... Non, voilà, c'est que cette Muriel, donc la grand-mère dans mon livre, est à peu près contemporaine d'Antonia, un tout petit peu plus âgée. Elle écrit un peu aussi, elle a un journal, alors c'est quelques pages, c'est pas tout le livre. Et puis elle a d'autres moyens d'expression qui sont une tapisserie, qui sont la peinture, qui sont
voilà, c'est un autre médium qu'elle emploie, mais la parole finalement c'est pas son fort, quoi. Mais Antonia non plus finalement. La parole, l'écriture oui, mais la parole elle est un peu encombrée en fait. Si j'ai bien lu. Oui, en oui. fait. Non. Ouais. En tout cas, c'est une très bonne question, mais j'ai l'impression que non, Antonia elle aimerait parler, mais que c'est plutôt la réponse qui est encombrée dans le cas d'Antonia. Elle ne reçoit pas, elle se heurte constamment aux non-réponses des gens, que ce soit de son grand-père, de son mari. Elle aimerait déclencher cette parole. Non, on dirait que... Sa seule tentative échoue. C'est un échec cuisant. Après, je pense qu'elle a très bien intégré les codes. En fait, c'est une femme qui a très bien intégré les codes au point d'en intégrer aussi le silence que ça lui impose, en fait. Et que peut-être Muriel a la possibilité de passer par ce geste qui lui offre un espace de liberté, et voilà, l'espace de liberté d'Antonia, c'est son journal, en fait. En même temps, Muriel est aussi très proche de la folie, connaît une forme de folie, donc c'est quelque part ce silence finit par la détruire. Cette comédie de mœurs, de représentation sociale la détruit aussi. C'est un personnage, c'est une héroïne extrêmement souffrante et malheureuse. C'est aussi une... alors, Antonia utilise plusieurs fois ce mot de Desperate Housewife, de ce rôle qu'elle refuse. The Perfect House. Ah oui, The Perfect... Pardon. Oui, non. Elle le refuse et ça la désespère. Je me rattrape encore. Mais et quelque part, Muriel le refuse aussi, mais Antonia le prend par la fuite et Muriel fuit à l'intérieur d'elle-même, en quelque sorte. C'est au prix de sa raison, quelque part, ce rôle impossible à tenir. J'ai envie juste d'en profiter pour parler d'un autre point commun extrêmement fort entre vos deux livres, qui est un sujet assez tabou et assez présent dans la littérature, qui est le désamour maternel, qui est très fort chez la mère d'Antonia, et qu'elle transmet aussi d'une certaine manière, dont elle hérite, puisqu'elle ne sait pas comment aimer son fils. Elle le dit plusieurs fois qu'elle est incapable d'amour maternel, parce qu'il lui est imposé aussi d'une certaine manière. Et cette Muriel qui clairement donne une enfance moche, c'est le mot de Pierre, à ses enfants, parce qu'elle se sent incapable Comment est-ce qu'on écrit, comment est-ce qu'on capte ce désamour, ce sentiment d'une violence taboue, mythologique? C'est en tout cas assez... en tant que... Oui. Bon, je sais pas si je vais parler mais parce que... Mais ouais. Non, c'est dur d'écrire sur le désamour, en fait. C'est dur, c'est assez injuste aussi, en fait, en tant qu'homme, peut-être. Non, mais à part ça, si, quand même, un peu. Parce que, en fait, c'est forcément une position que... S'il s'agit de parler d'une femme qui a la difficulté, non peut-être pas à aimer ses enfants, mais en tout cas à leur montrer, à leur dire, voilà, c'est un biais du narrateur, c'est une vision qui est que celle de celui-là, quoi, qui a hérité de ces trucs-là et qui essaie de gérer avec ces histoires-là. Mais il y a un peu plus d'amour, semble-t-il. Ça saute une génération, on a l'impression qu'il y a peut-être de l'amour de la grand-mère pour le petit-fils, tout comme il y a en fait des sauts générationnels chez toi, dans ton livre, où il y a en fait des filiations qui se reconstruisent un peu par un beau-père, des choses comme ça, qui sont comme de nouveau dans toutes les familles, en fait, on n'a pas choisi nos oncles, nos tantes, nos grands-parents, et puis il y a ceux qu'on aime mieux que les autres, et puis dans le sens inverse aussi, mais ça... ne répond plus à la question du désamour. Là, je suis parti dans l'autre sens, en fait. Voilà.
propos du désamour, Voilà, enfin ouais. de la difficulté d'aimer en... Moi, c'est en interrogeant cette femme qui est Antonia que c'est en lui posant des questions. Je suis mère moi-même d'un enfant de 8 ans et demi, donc l'âge est plutôt similaire à celui de... Et j'ai cherché à comprendre où ça se loge en fait. Alors, elle a été totalement dépossédée de son enfant à cause, enfin pas à cause, mais il y a différents éléments, il y a la jeunesse, le moment auquel elle a eu cet enfant qui était 21 ans, qui est extrêmement jeune. Il y a le fait qu'il y avait cette nurse qui lui a été imposée, qui lui disait, enfin, moi je sais qu'en tant que mère, quand je me suis retrouvée face à mon enfant, voilà, on apprend tous les jours, on ne sait jamais si c'est juste ou si c'est faux. Je dis des banalités, mais enfin, tout parent, je pense, connaît ça en fait. Et quand quelqu'un se pose en tant que figure de savoir et puis que c'est imposé et qu'elle a l'air de tout savoir très bien, et voilà. Voilà. Et en même temps, moi je parlais presque du désamour que Antonia elle-même a reçu. Oui, alors il y a ça aussi, absolument. Qui est beaucoup plus violent en fait. Oui, elle-même n'était pas. Et je pense que c'est là en fait son enfermement premier. En fait, elle est enfermée dans une relation. C'est une enfant qui n'a pas été aimée et qui ne sait pas aimer en fait. Et quand on n'a pas eu d'exemple de ça, quand on ne sait pas par quoi passe l'amour, c'est très difficile de le reproduire, ou alors ça demande un grand travail sur soi en fait, de réappropriation de cet élément. Il me semble. En tout cas, je me faisais aussi la réflexion que ce sont deux récits qui sont non linéaires et où les secrets de famille jaillissent de manière extrêmement violente, brutale. Voilà, je vais pas déflorer tout le contenu des ouvrages, mais ça m'a fait penser aussi à la photo avec cette image parfaite, enfin presque parfaite de la pose aussi, qui ne dit pas en fait tout ce que cachent tous les secrets que renferment les personnages d'une photo. Et je me demandais si dans le processus d'écriture, déjà pourquoi cette non-linéarité des récits, et ensuite est-ce que vous aviez conscience de ce potentiel explosif que cache aussi une photo, c'est-à-dire sur le portrait de famille tout va bien, mais quand on commence à rentrer dans les histoires de famille, chaque famille est évidemment dysfonctionnelle à sa manière. Comment est-ce que vous aviez conscience de ce parallèle peut-être entre le procédé photographique, en tout cas ce que cache la représentation, l'idée de la représentation, et votre manière d'écrire? Je sais pas, ouais. Non, mais je sais pas, il y a peut-être une hypothèse un peu étrange, c'est que... Ouais. Vous pouvez dire non. Hein. Non. Peut-être que j'avais de réfléchir un peu. Non, mais peut-être que justement la photo est ce côté un peu révélateur, en fait, qui apparaît pas tout de suite. Enfin, je sais pas, c'est un peu une métaphore un peu cheap, quoi. Mais quand même, du coup, ça vient dans un deuxième temps, et puis ça... Voilà, on a un rapport temporel, je pense, à la photo, qui est aussi fragmentaire, qui est aussi parcellaire, qui est aussi construit, qui est voilà, on revient en fait sur des choses qui ont été faites plusieurs années plus tôt. Peut-être que le récit, en tout cas, bon, sur ma construction du récit, peut-être que ça reprend un petit peu ça en fait, mais en gros, pour répondre plus précisément, il y avait des jalons photographiques, un peu des années, etc. Du coup, voilà, ça s'est construit un peu autour de ces différentes photos, mais je sais pas, il y a autre chose derrière peut-être. J'aimerais bien une fois réussir à formuler, mais visiblement pas tout de suite.
Voilà. Moi, je sais que le fragment, c'était dans l'idée de reproduire le processus de la mémoire, en fait. Comment on se souvient par moment d'il y a 20 ans, enfin, et puis après, il y a une semaine, enfin, c'est cette non-linéarité du rapport à la mémoire, simplement. Après, je crois que je n'ai pas compris la question. Comment la non-linéarité du récit, c'est-à-dire le journal, avec le choix arbitraire des dates, comment est-ce que, et surtout au moment où surgissent des secrets de famille, à quel moment est-ce que vous êtes prête à dévoiler, pourquoi est-ce que vous faites intervenir tel élément quand vous dévoilez un secret d'Antonia, du passé d'Antonia, pourquoi est-ce qu'il surgit d'un coup, comment est-ce que vous alternez les récits de l'enfance de sa mère et de son enfance à elle, de ses grands-parents, avec le journal au présent, un journal très factuel, des menus du dîner. Comment est-ce que vous gérez en fait voilà, l'avancée, la manière dont avance votre récit entre le passé et le présent? Comment est-ce que vous dosez? Qu'est-ce qui vous paraît il y a des détails qui sont en même temps, enfin, voilà, vous donnez des menus de dîner mondains et en même temps des morceaux d'histoire, des pans d'histoire familiaux. Comment vous dosez? En fait, j'ai découpé le texte, enfin, très j'ai vraiment bricolé, en fait, comme un montage d'un documentaire ou de fiction, en cherchant à trouver un équilibre entre le passé, le présent dur, très quotidien, inintéressant possible, ces listes, et en même temps en les mélangeant au passé, en cherchant en fait à trouver un rythme, en fait, un rythme qui permette à la fois d'être au présent, mais jamais tout à fait, ou jamais de façon continue, d'être dans la discontinuité, en fait. Et c'est passé par le bricolage. Les ciseaux, le scotch. Voilà. Moi, j'ai retrouvé un peu une piste dans ton livre. C'est vraiment cette question qui répond à ta question. Faut-il organiser cette mémoire ou la laisser se décomposer dans le temps, en fait? C'est ce qu'elle demande, Antonia. Et puis en fait, c'est vrai, maintenant, quand tu parles de la mémoire, c'est ce que j'essayais de formuler. Voilà, c'est effectivement le travail de la mémoire qui est... donc on se rappelle d'un truc et puis on plonge là-dedans, en fait. Et voilà. Moi, c'était une question que j'avais pour toi, qui est comment tu as construit, en fait, la temporalité, parce que les dates sont extrêmement présentes, même graphiquement. Et je me demandais comment tu as construit, toi. Ça reste un tout petit peu mystérieux parce que c'était en fait un petit peu le bordel au départ. C'était vraiment dans tous les sens. J'ai organisé ce texte de plein de façons différentes. C'est plus celui-là. Je retrouve un peu mes dates. Oui, mais c'est vrai que c'est peut-être un tout petit peu déroutant. Mais je sais pas, je sais plus en fait. J'ai déjà un peu oublié. Mais c'est vrai, oui. Il y a des choses qui me paraissaient très claires. Il y avait des liens, il y a des points en fait. Mais je crois que j'ai tiré un fil et puis en fait, voilà ce que ça a un peu donné, quoi. C'est pas très satisfaisant, mais ouais. D'ailleurs, au début, en fait, il n'y a pas de date. Non, le début, c'est un préambule sans date, en fait, qui se veut justement un peu flottant, quoi. On ne sait pas très très bien où on est, est-ce qu'on fait, est-ce qu'on attend, puis après, c'est un peu plus ancré, quoi. Ouais. Mais je sais pas. En tout cas, ce sont deux livres avec des dates, ce qui n'est pas anodin, puisque quelque part dans la photographie aussi, c'est que c'est figé un moment dans une temporalité très précise. Alors peut-être que c'était inconscient de votre part, mais comment est-ce que vous avez décidé, comment vous avez orchestré cette navigation temporelle justement entre
le présent de Mathias et le passé de Pierre. Est-ce que ça s'est imposé à vous, cette organisation? Alors, le présent de Mathias, c'est moi maintenant. Mais oui, mais c'est pas la première fois qu'on a vécu, on a déjà vécu ce moment en fait. Ça devait arriver. Voilà, ça devait arriver. Mais ça vous apprendra à brouiller quand même plus. En fait, ça tient à une lettre en plus. Mais oui, c'est vrai. Ouais. On est d'accord. Deux, oui. 3 même en fait. Mais bon. Vas-y. Alors du coup, c'était déjà quoi? Mais du coup, ça me permet, pardon, je vais faire une transition un peu raide, mais ça me permet quand même de demander quel était ce besoin en fait de brouiller, puisque vous le dites, c'est la mort du père. Enfin, vous assumez complètement cette autofiction quelque part. Et à quel moment est-ce que vous avez eu besoin quand même de créer ce personnage de Mathieu? Comment est-ce que vous où est-ce que vous vous situez sur cette frontière entre fiction et réalité? Je vous laisse répondre et je la déclinerai pour Gabriel. Non, mais je pense que je l'assume pas si bien que ça, sinon je l'aurais appelé Mathias en fait. Donc, oui, non. Mais vous l'avez pas appelé Victor non plus? Non, je l'ai pas appelé Victor, mais effectivement, ça aurait été bien peut-être. Ça aurait été plus simple pour vous en fait. Alors Victor. Non, mais je sais pas. Non, c'est une vraie question que je me pose. Et les livres que je préfère lire, maintenant, je lis presque... Non, c'est pas vrai, je lis pas que de l'autofiction, mais c'est vraiment, je suis complètement fasciné par cette forme. Et par des gens qui vont beaucoup plus loin que moi. Moi, j'ai menti toutes les pages, bien sûr. Alors évidemment, tout le monde sait que l'autofiction, c'est du mensonge aussi. C'est un mensonge un peu moins grave. L'autobiographie aussi. L'autobiographie aussi. Mais oui, donc... je sais pas ce que j'assume complètement là, mais... j'ai essayé, voilà, en fait ça s'est imposé à moi, je ne peux pas vraiment dire autre chose, quoi. Ça ressemble un peu à ma vie, ça ressemble pas à ma vie, enfin ça a créé quelques tensions dans ma vraie vie, mais voilà, voilà, ça va, je m'en sors. C'était presque pas une mise à distance, c'était une manière de créer la confusion davantage que de mettre à distance le récit. Et chez vous, Gabriella, on lit ce livre avec une frénésie, une grande frénésie, et on arrive à la fin du livre, et là on trouve un arbre généalogique. Et moi je me suis dit, tiens, c'est étonnant, pourquoi est-ce qu'il vient à la toute fin du livre? Parce que c'est vrai qu'on s'en mêle un peu les pinceaux, il y a beaucoup de grands-parents, il y a beaucoup de familles, il y a aussi une géographie très éclatée de cette famille, qui est, je crois, la géographie de votre propre famille, et cet arbre généalogique qui arrive en toute fin d'ouvrage, et je me disais, tiens, c'est presque une provocation en fait, parce qu'on se dit, si je l'avais vu, si j'avais commencé le livre par la fin, j'aurais eu cet outil qui m'aurait aussi permis de naviguer dans le livre. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de le mettre ici déjà? Pour se mettre les idées bien au clair en finissant le texte. Donc vous commencez par brouiller et vous éclaircissez. Moi j'aimerais dire un truc sur ton arbre généalogique. Parce qu'en fait, moi, c'est grâce aux éditions Zoé et leur joli rabat, en fait, moi j'ai lu le texte avec l'arbre généalogique. Donc en fait j'étais tout le temps en train de faire des allers-retours. On me dit, ah oui, Mouti, Fatih, etc. Bah oui. Bien sûr qu'il y a aussi un jeu qui nous trouble aussi, c'est aussi ça, mais en fait ça fait aussi partie du plaisir que de se perdre dans cette généalogie et d'y revenir, et de se dire, ah oui, je suis un lecteur qui en fait maîtrise quand même un peu, ah non, je ne maîtrise plus, enfin voilà. Donc du coup, en fait, je pense qu'il y a plein d'expériences de lecture. Moi je l'ai lu avec le rabat, et voilà, je l'ai vu. Moi je l'ai lu d'une traite, j'ai pas eu besoin du rabat. Je l'ai lu 2 fois. Non, mais je pense que chaque lecteur par ailleurs a une expérience très différente, aussi en lien avec la réalité, le vrai, le faux. Voilà, c'est la liberté des lectrices et des lecteurs en fait, de s'approprier, en s'appropriant le texte ou pas, en y entrant ou pas. Ce
qu'on remarque dans cet arbre généalogique, c'est que tous les membres de cet arbre, toutes les branches sont mortes, sauf Antonia. Et on se dit, est-ce que c'est un acte de... Elle s'est sauvée, et en se sauvant, elle a aussi sauvé sa peau. On se dirait presque que c'est cet acte de liberté qui l'a maintenue en vie d'une certaine manière. Et parce qu'elle a été la seule à se libérer de ce carcan social. C'est une interprétation. Non, mais enfin, je le dis pas pour... Vraiment, je pense que c'est là la liberté d'interpréter, en fait. Le fait qu'elle soit seule, encore vivante, voilà. Moi j'ai une question. Non mais, parce que du coup, en fait, puisqu'elle est vivante, et moi j'ai envie de savoir, en fait, ce qui est arrivé à son fils. Non mais, voilà, la question c'est, est-ce qu'il y aura d'autres journaux, parce qu'en fait, il y a une potentialité très grande, mais voilà, c'est des personnages avec des potentialités fortes. Puis, par exemple, le fils, qui est mort du coup avant sa mère, c'est aussi un peu le sujet de mon livre. Qu'est-ce qui lui arrive, en fait? Je ne demande pas une réponse maintenant, en fait, mais est-ce que tu vas écrire quelque chose ou pas? Ou on se débrouille, nous, avec nos interprétations et notre imaginaire? Débrouiller. Est-ce que cet arbre est vrai, déjà? On ne sait rien. Non, mais enfin, on peut aussi se dire, c'est des morts symboliques, en fait. Enfin, je sais pas. Arturo meurt symboliquement. Il meurt de ne pas avoir eu de mère. Il meurt de ne pas avoir été aimé. Enfin, je sais pas. Mais là, il meurt de ne pas avoir de récit, en fait. Il meurt de ne pas avoir de récit. Ouais. Non, mais je pense que la narration... Non, mais... Enfin, pour revenir à la question des images, je pense qu'en fait, l'album de famille est un des premiers lieux où, en tant qu'individu, on est confronté à l'histoire de la narration. Comment on est confronté à essayer de savoir d'où on vient, de la narration je redis, mais de la grand-mère, de la tante, de la cousine, et comment, en fait, à partir de là, à partir de l'image, mais aussi à partir du récit des autres, on se construit sa propre narration et on se construit en tant qu'individu. Voilà. Mais c'est à la fois très beau et très juste ce que vous dites. Il meurt de ne pas avoir eu de récit. Et voilà. C'est exactement ça. Les mémoires aujourd'hui meurent quand plus personne n'est là pour ne pas les raconter. Et au-delà des mémoires, je veux dire, toute trajectoire disparaît quand... et c'est une question qui est très actuelle aujourd'hui aussi dans les drames qui agitent ce monde. Les gens meurent de leur invisibilité et du silence qui entoure cette invisibilité. Et votre démarche aussi, c'est Pierre, d'ailleurs, meurt d'un cancer de l'estomac, c'est un ulcère en quelque sorte, et il n'a jamais pu se mettre en récit lui-même. Vous l'interrogez, Mathieu l'interroge sur son enfance, il refuse de raconter cette enfance. Il est absent de tous les récits photographiques qu'il fait, puisque c'est toujours lui qui prend les photos. Est-ce que quelque part, ce père ne meurt pas aussi de n'avoir jamais réussi à raconter l'histoire de sa propre famille, à raconter son ressenti de sa propre enfance? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit peu de ça? C'est une interprétation. Mais elle est très très bien. Oui. Non, mais je pense que c'était le moteur de l'écriture. Oui. Donc en fait, oui. Mais, comme vous le disiez, en fait, je pense même à un niveau national, en fait. Quand dans une situation, je pense au Chili, je pense à l'Argentine, post-dictature, le besoin encore aujourd'hui hyper présent, Palestine, Liban, Rwanda, Serbie, you name it, tout. Le récit national est une façon
survivre. Après, ça impose des contre-récits, il y a des histoires de pouvoir là-dedans, mais le pouvoir tourne autour aussi de qui le tient et comment il termine dans le manuel scolaire. Bien sûr. Ben, j'en profite en fait pour dire 2 mots de Svetlana Alexievich, parce que, qui est donc un prix Nobel de littérature 2016, je crois, qui écrit grâce à une matière en fait, qui lui est donnée par des femmes, beaucoup, presque des femmes, des témoignages de femmes. Elle écrit l'histoire du communisme, elle écrit l'histoire de la guerre du point de vue des femmes, et qui va justement à l'encontre du récit national, du récit communiste, du récit étatique, etc. Et puis c'est des voix qui ont une puissance incroyable. C'est pour ça qu'après c'est dur de lire de la fiction quand on lit ça. C'est qu'après c'est d'une profondeur, c'est d'une humanité, c'est d'une beauté, que voilà, ensuite, bon, les machins, c'est un peu triste à lire, quoi. Enfin, c'est un peu rien. Donc moi je rejoins tout à fait ce que tu dis, et puis il faut entendre ces récits, il faut les écrire en fait. Les récits effectivement des morts en Méditerranée, les récits des morts du sida, je suis en train de faire ça. Il faut entendre ces voix, quoi. C'est à moi d'écouter ces voix et les faire parler, bien sûr. Alors du coup, c'est des personnages comme les nôtres qui sont dans une micro-histoire, dans une famille, mais derrière, c'est, je pense, j'espère, en tout cas, je crois, dans nos démarches, c'est entendre en fait des voix qu'on n'écoute pas, qui ne peuvent pas s'exprimer. Et c'est pour ça qu'on fait ça, je pense. Enfin, je sais pas. Enfin, moi, je crois que c'est pour ça que je fais ça. Mais... Oui, non, mais... Je suis perdue dans le blanc, là. Ouais. Bien, enfin... Non, bien sûr. Pardon, excusez-moi. Non, mais moi, j'ai toujours eu un espèce de fantasme. C'était d'installer une tente au milieu de la rue et puis de demander à chaque personne qui passe de venir me raconter sa vie, ou en tout cas d'avoir la possibilité d'une façon ou d'une autre d'enregistrer, de garder en mémoire. Par ailleurs, il y a plein de gens qui le font. Vous rapprochez du collectif Caractère Mobile. Rejoins-nous. Mais on fait ça, ouais. Ah, d'accord. Mais on fait ça, ouais. Pardon. Ah ouais, bah, c'est pas grave. Certains fantasmes sont à portée de main. Oui, on fait ça, ouais. Ouais, je pense que, enfin voilà, enfin, moi je me suis toujours demandé comment moi j'ai du mal, je me débrouille assez mal avec ma vie, enfin dans le potentiel, enfin la vie, je trouve que c'est pas évident en fait. Et c'est un peu bête ce que je dis. Je suis désolée. C'est nécessaire de le rappeler de temps en temps. Et du coup, en fait, je me demande toujours comment ils font les autres. Alors, je suis très curieuse, vraiment, parce que j'ai plein de trucs à apprendre. Enfin, je sais pas, chaque seconde, voilà. Mais vous ne trouvez pas que c'est une des fonctions géniales de la littérature ? Oui, bien sûr. Non, et puis c'est bien sûr, c'est soulageant, c'est inspirant, ça remet les choses selon qui, enfin voilà. Enfin, cet été, j'ai lu le journal maintenant je suis très mauvaise pour les titres et les noms, une femme anonyme par ailleurs, un journal d'une femme à Berlin pendant la Deuxième Guerre mondiale, et c'est le journal de cette femme qui arrivent les Russes et qui raconte en fait comment les Russes, ces soldats avaient décidé de se venger des Allemands et qui ont violé à tour de bras, mais dans l'impunité la plus... Enfin, et ça, c'est des choses qui remettent un peu l'église au centre du village. Enfin, non, mais disons, l'importance du détail, de la précision qui tout d'un coup redonne une perspective et redonne une réalité à des choses qui sont passées mais qui sont aussi constamment au présent en fait, et qu'on connaît, enfin, dont on entend parler mais dont on oublie. Je sais pas, je pense aux migrants, je
pense à plein de choses. Est-ce que c'est ça qui vous a donné envie d'adopter la forme du journal? C'était peut-être pour se mettre au cœur de ce témoignage, au cœur de... parce que le jeu et la forme du journal, c'est quand même la manière la plus ultime d'entrer dans l'intimité de quelqu'un et d'être au plus près de la parole, du vécu. Est-ce que c'est ça qui a... Est-ce que le journal s'est imposé à vous tout de suite? Non, j'ai cherché différentes formes et j'étais très extérieure d'abord et puis après en fait je me disais mais non, si vraiment je veux essayer de saisir certaines subtilités, comment le désamour vient comment on dit quand il y a l'humidité qui la rouille s'installe, eh ben, il faut que je sois dedans en fait. Donc le journal s'est imposé en fait. J'avais envie de profiter que vous êtes là. Donc, Mathias, votre livre s'appelle Hériter du silence. Vous travaillez plus largement sur le silence. Magnifique sujet, surtout en littérature. Et je me demandais, c'est vrai que souvent, au cours de ces tables rondes, il y a des questions qui sortent, il y a une question qui revient souvent, c'est existe-t-il une écriture suisse romande, suisse est-ce qu'il y a un style, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut rassembler? Et souvent, évidemment, la réponse est non, de la même manière qu'il n'existe pas d'écriture féminine, mais par contre, ce qu'il existe, c'est une expérience suisse que peuvent raconter des auteurs qui la vivent. Et je me demandais, après vous avoir lu, est-ce que parmi ces expériences de Suisse, est-ce que le silence ferait partie de quelque chose qu'on traverse quand on est et quand on grandit dans ce pays et qu'on traverse et qu'on essaye de percer peut-être par l'acte d'écriture? Sans doute, oui. Les silences sont ancrés, je pense. Pour répondre à la territorialité de ces textes, je pense que c'est des textes qui émanent de cette terre, voilà. Le texte de Gabriela il émane de plusieurs terres, en fait, c'est aussi le sujet du livre. Oui, moi j'ai écrit sur, et sans doute en bonne partie contre, une forme de silence vaudois, en fait. Mais bon, j'ai discuté avec des gens qui l'avaient lu, qui viennent d'autres lieux, et bien sûr que c'est pas que celui-ci, mais je pense qu'il a une texture, une couleur, très, très spécifique. Et puis, oui, je pense que dans Canton Nouveau en particulier, il est difficile de dire des choses, et puis je pense que ça colore, en fait, bien sûr, cette histoire, mais les tabous familiaux, les secrets de famille, les pressions sociales, les contingences, je crois que c'est aussi assez universel. J'espère que c'est pas un livre suisse, mais en fait c'est quand même un livre qui vient d'ici, quoi. Voilà. Donc en fait, oui et non. C'est un peu une réponse suisse. Non, Ça fait pas. C'est vrai qu'il y a une géographie très éclatée dans votre livre, et en même temps, alors que dans Hériter du silence, on tient vraiment dans une maison, deux maisons, c'est des espaces très confinés, très, très réduits, et malgré tout, il y a quand même ce sentiment d'enfermement très fort, alors qu'on passe des Bahamas à la Sicile, à Vienne, il reste ce sentiment d'enfermement à laquelle la géographie ne peut rien finalement. Rien. Non, mais en fait, j'ai eu deux choses qui me sont venues à l'esprit. En Sicile, on dit dans les terres agricoles, je veux dire, en dehors des villes, on dit les Siciliens sont uomini di poche parole, ce sont des gens de peu de paroles. Il y a un silence vraiment très fort. Aussi pour des questions. Alors, je pense que déjà, quand on travaille la terre, on est dans un rapport à une matière, on n'est pas en rapport à la parole.
y a des histoires de mafia, un silence mort ou vif, il ne faut pas parler, surtout pas. Mais par ailleurs, je pense que c'est, oui, c'est totalement, c'est la déterritorialisation du silence. Oui. Il s'inscrit partout, dans toutes les cultures. Mais c'est l'histoire aussi de la narration, en fait. Je reviens sur ça, mais je sais pas. Je sais pas. Après, il y a le lac qui est un endroit très silencieux. Non, je dis n'importe quoi. J'ai juste envie de citer une très belle phrase que vous donnez au début de ce livre. Mon imagination demandait à féconder la réalité. Et c'est Antonia donc, qui pense à sa vie, qui observe sa vie, qui est encore dans cette grande impuissance et dans cet enfermement, et qui, en se surprenant arrivé, dit « Mon imagination me demandait à féconder la réalité ». Est-ce que c'est ce que vous avez eu l'impression de faire en écrivant ces livres de autofiction, en quelque sorte? Moi, je pense que tu as fécondé des images, en fait. Vraiment... Tu as fécondé le silence qui émane qui est intrinsèque à l'image. C'est Marie-Josée Monsdin qui dit qu'en fait une image n'acquiert sa visibilité qu'à travers le regard de celui qui regarde. En fait. Et toi, c'est ça, plus la parole en fait. Et tu as fécondé ces images à travers tout ton texte. Enfin, voilà. Vous pouvez rebondir. Je sais pas, ouais, c'est juste le terme fécondé en fait qui est. Oui, bien sûr. Bon. Mais bon, ok. Oui, non, ouais. On vous a bien coincé ce soir. On vous a bien coincé ce soir, Mathias. Oui, mais ça me dérange pas trop. Mais ouais, je sais pas, non, je voulais rebondir un truc d'avant en fait. Changeons le terme en tout cas, mais en tout cas, c'est vraiment de donner un tour en fait à la réalité et de la réorganiser d'une certaine manière en fait, on va dire ça, réorganiser je crois que c'est Maëlys de Kerangal qui dit l'imagination c'est une capacité à mettre des événements en rapport organisé. Et c'est en fait donner du sens, de composer avec le réel et de donner un nouveau sens à ce réel par la mise en récit, quelque part. Ce serait ça l'imagination, c'est de réagencer, pour pas dire réagencer la réalité. Oui, bah oui, après ça a eu des effets un peu étranges parce que voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui sont inventées, fécondées dans ce texte, mais j'ai un peu oublié, des fois ça se confond un petit peu dans ma tête aussi entre ce qui était réel et ce qui est inventé, quoi. Et puis du coup ça crée, en fait, voilà, c'est surtout ça je trouve qui est assez étonnant, c'est que ça crée une forme de nouvelle réalité parce qu'il y a ce livre qui existe, qui est lu, qui n'est pas lu, voilà, on en parle pas, mais en fait ça crée du discours. Et j'ai remarqué que, voilà, ne serait-ce que dans ma famille ou avec des amis, on parle de choses dont on ne parlait pas forcément avant. Donc il y a un petit aspect performatif qui est vraiment une lutte contre le silence vaudois, et qui est une lutte qui a pas armes égales, parce qu'on part de loin. Mais il y a vraiment ce travail-là, il sert à ça, parce que du coup c'est être ancré dans un territoire et puis lui répondre en fait. Tu dis, bah oui, tu le constates, mais en fait, j'ai envie de parler. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à nos lecteurs et auditeurs. S'il y a des questions, je vous passe volontiers le micro. Je vais d'abord remercier Mathias Sauval. Merci beaucoup. Gabrielle Azalapi pour votre parole. Merci beaucoup. Et votre présence, d'avoir bravé les conditions de transport pour venir jusqu'à nous ce soir. Voilà, je rappelle aussi que les livres sont disponibles là-bas. J'espère que pour ceux qui ne vous ont pas encore lus, ça aura susciter tout l'intérêt possible et que vous serez évidemment disponible pour les signer juste après la fin de cette table ronde. Est-ce que je peux donner mon micro? Voilà, n'hésitez pas à couper ce silence terrible. Je vous laisse vous chauffer et je profite d'avoir le micro si facilement pour poser une question à Gabrielle Azalapi. Quelque chose que vous avez dit en début de rencontre qui m'a interpellée. Vous êtes peintre de formation, vous
pour aller jusqu'au bout d'une idée ou d'une émotion, ou de l'expression d'une émotion, il faut forcément passer par les mots. Est-ce qu'il faut la littérature? Est-ce qu'il faut le texte? Très bonne question, Madame Cousido. Je n'ai pas résolu cette question. Non, mais c'est vrai. Enfin, en fait, Antonia est aussi née d'un échec de l'image, parce que j'ai essayé de la raconter à travers l'image uniquement, en mettant bout à bout en faisant un montage d'images. Seulement qu'en effet, il manquait cruellement quelque chose. Parce qu'en même mais c'est sincère, je n'ai pas résolu cette question, en fait. Parce qu'à la fois... Oui. Non. Dis. Dites. Donc vous voulez dire que vous aviez pensé d'abord faire uniquement de l'image? Oui. Et j'ai échoué. Alors je me suis dit, lamentablement, c'était cuisant, échec cuisant. Mais je vais reprendre, je ne lâche pas. Et donc en fait, ouais, je suis passée... il y a différentes circonstances qui ont fait que je suis aussi passée par le verbe, du coup. Mais en fait, je me pose beaucoup de questions par rapport à l'image. Je pense qu'en fait, c'est en les mettant côte à côte, c'est ce qui se passe entre les images qui va générer quelque chose que seul... En tout cas, je suis pas sûre que la photo... Je sais. Non, je suis un peu perdue. Non, mais en tout cas... I'm lost. Non, il faut que je réfléchisse mieux. Mais oui, en tout cas, il y avait quelque chose qui, juste dans l'image per se, ou même en les mettant côte à côte, restait et il manquait de la chair, il manquait du doute, il manquait du déséquilibre, il manquait des choses comme ça. Mais je ne sais pas. Cette fois, c'est pour vous, Mathias Sauval. J'ai eu l'impression, en lisant votre livre, que vous essayiez de mettre l'écriture à la place de la photographie. C'est-à-dire que vous avez, comme si l'écriture devait être à la hauteur de la photographie qui peut capter tellement de détails. Et c'est comme si vous alliez essayer de tout détailler. Est-ce que vous êtes senti, vous, en lutte, ou en conflit, ou en compétition avec la photo, finalement? En fait, je pourrais tout à fait vous poser la question que j'ai posée à Gabriel Zalapi, d'une certaine manière. Oui. Non, en compétition, non. Parce que, je crois que ça j'ai réussi un peu à faire, mais je sais rien faire d'autre, en fait. Je sais pas photographier, je sais pas peindre, je sais pas bricoler, enfin voilà. Donc, bon. Non, ce que j'ai tenté de faire, c'est ce truc un peu illusoire et vain, mais qu'il faut quand même tenter, d'épuiser. Moi, je reviens à cette forme-là qui est péréquienne, de Georges Perec, mais pas que, de tentative d'épuisement. Là, ce serait tentative d'épuisement des photographies, quoi. Et puis, j'ai vraiment appliqué cette méthode qui est de se mettre, pour Perec, il se mettait à la place Saint-Sulpice et puis décrivait tout ce qu'il voyait, en fait. Et puis, ça crée, en fait, un texte qui est, en fait, tout à fait intéressant à lire. Et puis là, l'idée, c'était un peu de faire la même chose, quoi. Et puis de décrire, et puis peut-être d'après d'aller un petit peu plus loin, en fait. Et puis justement, il y a l'arrière-plan, il y a ce qu'on voit pas, et puis c'était ça, en fait, l'enjeu, c'était de se dire que derrière cette image d'Épinal, je sais pas, c'est vraiment des images d'Épinal, il y a peut-être des choses qui ont été dites, qui ont été vécues, et puis de toute façon, je sais très bien que c'est pas ça, mais c'est égal. Je fais quand même. Je ne sais pas si j'ai une réponse, mais j'avais noté qu'à Montpellier, Gabriela, tu avais dit que les images étaient venues. Que les mots étaient venus combler l'absence d'image.
elles étaient venues combler le manque d'images. Qu'il y avait des images manquantes et qu'il avait fallu des mots. Et ça m'a fait penser aussi. Ah, merci. Et ça m'a fait penser évidemment, et en lisant le livre déjà, au travail de Sophie Calle, qui comble aussi des images, le manque d'images, qui raconte des images, qui complète. Voilà, et ce serait Non mais une réponse en forme de question. non mais absolument. Enfin, il y a toutes les images. Enfin, en effet, il y a toutes les images manquantes. Il y a le fait de pas pouvoir fabriquer des. Enfin, en tout cas au niveau photographe. Non mais en fait à Montpellier c'était aussi dans le contexte. Il faut rappeler juste ce contexte parce que sinon. Enfin, j'ai fait un montage de photos d'archives en fait. Puis donc c'est un montage de 10 minutes qui sont entre autres il y a les images d'archives qui sont ici et donc oui il y a c'est aussi les images manquantes, c'est de les chercher à l'intérieur de l'image aussi en fait, de créer du détail, enfin d'ajouter, enfin, de grossir le détail de voilà, mais en fait oui. Est-ce que c'est pas aussi plusieurs combats que tu mènes en même temps, non? Parce que tu travailles en même temps l'écriture et le montage, l'édition, la peinture, tu fais tout en même temps, non? Oui, et je fais une fois comme ci, une fois comme ça, enfin un peu des deux. Oui, je cherche des réponses en fait. Honnêtement, j'ai pas les réponses. Ouais, mais oui, et je suis en quête et ça fait 30 ans que je suis en quête et que j'ai toujours pas trouvé la bonne réponse. Je trouve intéressant de regarder quand on regarde l'histoire du progrès et des médias et des supports de médias. À chaque fois qu'un progrès arrive, on annonce toujours qu'il va tuer tout ce qui était là avant, et ça a toujours été le cas avec les séries, elle a tué le cinéma. Et quand l'image est apparue, quand la photographie, et ainsi de suite, on peut remonter, quand la photographie est apparue, c'était une immense menace pour la littérature et il y a cette histoire vraiment du progrès qui doit tuer, et je trouve que vraiment dans vos ouvrages on voit que finalement tous les médias sont complémentaires et peuvent se nourrir l'un l'autre et cohabitent, et que l'un ne tue pas forcément l'autre, mais qu'au contraire on peut trouver une forme d'équilibre aussi. C'est pas forcément de combler un vide, c'est parfois juste une cohérence, quelque chose de fluide, que le mot vient épouser, complémenter la photo, la bercer, la soutenir d'une certaine manière. C'est pas forcément dans du cul-de-sac qu'on vient se tourner vers une autre forme de récit. Oui, ouais. Enfin, moi je pense que les progrès technologiques peuvent mettre en crise ce qui existe déjà et qui peut être installé. Et tout, enfin, la peinture a été mise en crise par l'arrivée de la photo. Et pour le mieux, en fait. Oui, en crise vertueuse. En crise vertueuse, c'est un coup de fouet, c'est don't fall asleep. Un immense merci à vous deux, Gabriela Zalapi, Mathias Sauval, et bien sûr merci à vous, Salomé Kimmer.